Je vous propose d'accueillir sur scène Jacques Hubert-Rodier, qui est journaliste aux Échos et qui va dialoguer avec Jocelyne Bourgon, qui est présidente de la Public Governance International. Elle a osé redresser la dette du Canada, réformer l'administration et assainir les finances publiques après la perte de leur AAA. Jocelyne Bourgon, Jacques, je vous laisse la parole. Ah oui, très bien. Prenez mon pupitre si vous voulez. Pardon ? Bon, je vais oser prendre la parole après la chanson de Raimé, ce qui n'est pas très facile, mais j'ai heureusement l'honneur d'introduire Jocelyne Bourgon, donc ça va faciliter ma tâche. Moi, ce que je voulais dire, c'était 2-3 mots rapides sur le Canada. Évidemment, il fait moins chaud qu'au Brésil, et s'il fait plus froid, ça n'empêche pas qu'il y a un dynamisme assez hallucinant, et surtout que le Canada, qui dans les années 90 était dans une situation voisine de celle de la France ou de l'Italie aujourd'hui, a osé quand même réformer, et réformer en profondeur, notamment la fonction publique, et ça a été la tâche de Jocelyne Bourgon. Ce que je voulais juste dire pour la présenter, c'est que si on peut dire que c'est toujours difficile de réformer, c'est vraisemblablement le plus difficile, c'est de ne pas le faire. Et je crois que Jocelyne a osé le faire. Puis l'autre idée qui me vient en tête en présentant ce qui s'est passé au Canada dans les années 94, en fait, à partir du moment où vous avez pris la tête du Conseil des conseillers, c'est ça, si je ne me trompe, du Premier ministre, c'est que finalement au Canada, on passe plus de temps quand même à trouver des solutions plutôt qu'à étudier le problème. Et c'est peut-être l'une des forces. Donc je crois que vous avez une présentation, je ne voudrais pas prendre trop de temps, donc je vous laisse la parole. Je crois que celui-ci marche. Ça va? OK. Alors, après cette présentation magistrale, moi, je vous parle d'assainissement des finances publiques. Je dois dire que ce n'est pas normalement le sujet qui emballe les gens le plus. Je vous rassure tout de suite, les Canadiens, pas plus que les Français, se lèvent le matin en se disant « C'est merveilleux, aujourd'hui, nous assainissons les finances publiques ». Et pourtant, c'est un sujet fascinant. Parce que c'est un sujet qui est au cœur de la souveraineté et des droits de citoyenneté. Il n'y a pas de souveraineté sans la capacité de faire des choix et avec la capacité de supporter ces choix des ressources nécessaires. Et il n'y a pas de citoyenneté qui dure, à moins de préserver la capacité des générations à venir de faire les choix qu'ils désirent et de se bâtir l'avenir de leurs choix. Alors, assainir les finances publiques, ce n'est pas un exercice indûment aride, c'est un exercice qui a des racines profondes dans le vécu des gens. Je suis une praticienne. Je ne viens pas à la théorie d'une base théorique, je viens de la pratique vers la théorie. J'adore les réformes de l'État. J'adore les grands chantiers où on nous dit c'est impossible. J'adore quand on nous dit laissez tomber, madame, ça ne peut pas se faire. Alors je déclare d'entrée de jeu un biais évident. J'aime les inventer, j'aime les gérer et maintenant j'ai l'immense plaisir d'accompagner des gens dans différents pays qui essaient de mener des réformes ou des chantiers de réforme importants. Alors, quand je regarde l'expérience de différents pays au niveau de l'assainissement des finances publiques, je dégage 3 grandes méthodes. Et ma première observation, c'est de dire la façon qu'on conçoit l'assainissement des finances publiques a un impact direct sur les résultats. Alors, on peut concevoir l'exercice comme étant une réduction des dépenses publiques. On peut le concevoir comme une réinvention, repositionner, recadrer le rôle du gouvernement dans la société. Et on peut le réinventer au niveau de la capacité de produire des biens publics. 3 exercices radicalement différents. Et donc, mon premier conseil à ceux et celles qui osent relever le défi de l'assainissement des finances publiques, c'est penser bien à quelle est la nature de l'exercice que vous désirez lancer.
Alors, regardons ça d'un peu plus près. Je vous promets de venir à les conclusions canadiennes dans ce contexte. Alors, j'en fais, premier exercice, je fais un exercice de réduction des dépenses du gouvernement. Évidemment, dans ce contexte, la cible, c'est les ministères, les agences du secteur public, les programmes et les services publics. Le but de l'exercice, c'est de réduire les dépenses. C'est généralement de faire plus avec moins. C'est plein d'hypothèses, et une des grandes hypothèses d'un exercice de réduction, c'est qu'il est nécessaire de maintenir tous les programmes et services existants et d'opérer avec un niveau de ressources décroissant. Il y a là plein d'hypothèses et ça ne s'applique pas à toutes les circonstances. Il faut bien choisir s'il s'agit d'équilibrer revenus et dépenses. Dans ce contexte-là, il s'agit d'un exercice d'équilibrer revenus et dépenses. C'est un exercice budgétaire. Ça, on sait faire. La plupart des pays ont une longue expérience dans le domaine. Deuxième type d'exercice, recadrer ou repositionner. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de faire plus avec moins. L'hypothèse de départ, c'est qu'il est préférable, compte tenu du contexte particulier d'un pays, d'abandonner certaines missions, reconnaître le besoin des missions d'évoluer, de changer, de laisser derrière nous certains programmes et services qui ont bien servi les citoyens et le pays, afin de dégager une capacité d'investir davantage dans des missions qu'on veut préserver et d'autres qu'on veut développer, parce qu'elles fournissent un avantage concurrentiel stratégique important pour l'avenir. C'est un exercice différent. Dans ce cas-là, on veut non seulement équilibrer revenus et dépenses, mais on veut équilibrer le rôle du gouvernement dans la société, côte à côte avec les autres partenaires de la société. Je mentionne un troisième exercice. Réinventer. Réinventer passe d'une série d'hypothèses différentes. Elle reconnaît que la production de biens publics n'est pas la responsabilité exclusive de l'État et du gouvernement, c'est une responsabilité collective qui engage une responsabilité partagée des individus, des familles, des communautés, de tous les intervenants dans la société. À ce moment-là, la recherche d'équilibre ne se satisfait pas d'un équilibre temporaire revenu-dépenses, on cherche un équilibre entre plusieurs intervenants pour créer des biens publics de valeur croissante à un coût moindre pour la société dans son ensemble. Je n'ai pas dit pour des dépenses moindres du gouvernement, mais à un coût moindre pour la société dans son ensemble. Voilà un exercice très différent. Alors, ce que je dis généralement à ceux qui s'attaquent au défi de assainir les dépenses publiques, dans quelles circonstances êtes-vous? Êtes-vous dans la situation rare, mais qui existe, qu'il suffit de faire plus avec moins et les problèmes sont réglés? Êtes-vous dans la position nécessaire de repositionner, recadrer afin d'assurer un meilleur avenir aux générations qui viennent? Êtes-vous dans les circonstances où il est nécessaire de réinventer et de regarder différemment et le problème et les solutions qui s'offrent à nous? J'ajouterai qu'il est possible de combiner toutes ces approches en même temps, mais il faut d'abord les comprendre chacune des trois pour être capable de les recombiner de façon magique. OK, je vous amène à l'exercice canadien. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de lire les chiffres. Il me suffit, si le laser fonctionne, que vous voyez les courbes. Vous voyez les grandes tendances. C'est le but de cette diapo. Alors, l'expérience canadienne commence dans l'après-guerre avec une dette. Cette diapo, pour ceux qui sont à l'arrière, parle de la dette publique. Alors, la dette est 100% du PIB. 25 ans de croissance viendront à bout du problème. Et donc, on n'a pas besoin d'exercices extraordinaires pour venir à bout de ce problème. Il se règle de lui-même avec des années de croissance. Vous voyez, la situation commence à changer. Premier point, je dirais, aucune politique publique n'est valable pour tous les temps. Elles doivent être réinventées constamment, elles doivent évoluer en même temps que les circonstances changent dans la société. Alors, la situation change au début des années 70. Une période d'inflation très importante au Canada, combinée avec une très faible croissance, en particulier au niveau de l'emploi. Quelques années plus tard, en peu de temps, et une des caractéristiques des politiques publiques, c'est qu'au début, les problèmes évoluent lentement. Il est donc possible de les ignorer jusqu'à temps que la situation soit telle qu'il n'est plus possible de les ignorer. Dans le cas du Canada, il a été possible
d'ignorer le problème pendant un certain temps. À un moment donné, le Canada emprunte pour financer ses dépenses d'opération. C'est ce que M. Langlais a mentionné dans son introduction. Voilà un point charnière. Nous ne sommes plus dans « il faut faire plus avec moins », mesdames et messieurs. Nous sommes maintenant dans un exercice différent. Alors, détérioration rapide, plein de mesures seront prises, détérioration qui continue à accélérer. Entre 1982 et 1992, il y aura eu 22 exercices de compression des dépenses publiques. Je répète, il y aura eu 22 efforts différents de réduction des dépenses publiques. Ce qui veut dire que 2 fois par année, on demande au ministère de réduire leurs dépenses. On leur donne des objectifs d'application générale. Aujourd'hui, vous devez réduire de 1, 2, 5 % de votre budget. Et on répète cet exercice année après année. Le Canada apprend peut-être lentement, mais éventuellement, on a conclu que peut-être qu'il fallait changer la méthode. Et on a retiré de cette période des leçons importantes. Avant d'y venir, je vous donne une autre version de la même chose, si je peux changer la diapo. Pour ceux qui sont derrière, voici une diapo qui donne les déficits et non pas la dette. Et donc, si vous suivez les déficits, la situation se détériore très rapidement. Des mesures sont prises que je viens de mentionner, exercice un après l'autre de réduction des dépenses des ministères. On fait du progrès, mais trop peu, trop lentement. Le Canada est maintenant fragilisé. Il n'est plus capable d'absorber des chocs exogènes qui sont inévitables. Tôt ou tard, il y en aura un. Et dans le cas du Canada, c'était la récession mondiale, 91-92, et en 2 ans, on perd tout le progrès accompli pendant des années d'efforts. Maintenant, il faut comprendre que chaque effort de réduction et de compression des dépenses est plus difficile. Chacun est plus difficile. Chacun est plus lourd à porter. Chacun est plus démoralisant pour les employés du secteur public. Et chacun mine la relation de confiance entre les citoyens et le gouvernement. Parce qu'après tout, ils reçoivent de moins en moins de services. Ils reçoivent des services de moins en moins grande qualité pour le même quantum, la même quantité d'imposition ou de taxation. Alors, éventuellement, il faut accepter de définir le problème autrement et il faut changer la méthode. Alors, je vous amène à la suite de l'histoire. Si je trouve ma diapo. Ça va changer? Oui. Alors, passons d'un long processus d'érosion de la situation à une autre étape. Et le but de vous montrer cette... J'ai cliqué trop vite. OK. Le but de vous montrer cette diapo, c'est la même diapo que tantôt, mais je cible 3 années particulières. Pendant cette période, il a été possible d'éliminer un déficit important en 3 ans. Toutes les décisions nécessaires pour éliminer ce déficit sont prises en 6 mois. Le déficit sera éliminé en 3 ans et sera suivi de 13 années de budget excédentaire. Les budgets excédentaires seront réinvestis à part égale, 50 % pour réduire la dette et 50 % dans les réinvestissements. Il ne s'agit pas de couper, il s'agit de créer les conditions pour qu'une société prospère avec solidarité et avec une perspective d'avenir pour les générations futures. Alors, il ne s'agit pas simplement de couper, il faut vraiment faire un exercice de repositionnement et de réinvention. Alors, ces surplus ont été réinvestis en santé, en éducation, en recherche et développement, et un effort massif a été fait pour moderniser les infrastructures canadiennes. Il faut garder à l'esprit que c'est un pays de 5000 km par 5000 km, ça ressemble un peu au Brésil à cet égard-là, et donc les problèmes d'infrastructure et d'érosion d'infrastructures sont importants. Que peut-on retirer d'utile de ces efforts? Alors, il y a plusieurs publications sur l'exercice canadien qui s'est appelée la revue de programme, qui ira de 1994 à 1999. Alors, je ne vous expliquerai pas comment le programme s'est géré. Vous savez qu'il y a de la documentation. Si vous avez de la difficulté, je vous aiderai. Ce que j'essaierai de faire, c'est de dégager un certain nombre d'observations.
La première, c'est que l'exercice a été mené comme un projet collectif. Il ne s'agissait plus de faire plus avec moins, il ne s'agissait pas de demander au ministère de couper, il s'agissait de leur demander de dégager des propositions ambitieuses sur le rôle du gouvernement à l'avenir, sur le rôle de leur grande mission à l'avenir. Il a donc fallu en faire un projet collectif qui impliquait tous les employés, tous les gestionnaires, tous les cadres supérieurs et certainement tous les ministres. Et ce projet collectif a été arrimé, a été guidé par 3 grandes tables de concertation. Une table des sous-ministres, qui, dans votre langage, est secrétaire généraux des ministères, bien que nos sous-ministres ont plus de pouvoir que vos secrétaires généraux. Laissons. Le but de cette table de concertation était de revoir les propositions des ministères. La deuxième table est une table de concertation politique. La troisième était une table des grands arbitrages présidée par le premier ministre lui-même. Un exercice de cette nature-là ne se gère pas à moins d'impliquer directement les plus hautes instances des gouvernements qui tentent l'exercice de l'assainissement de leurs finances publiques. Le partenariat était une condition de succès également. Par partenariat, je veux dire que les propositions pour être considérées devaient avoir la double signature du ministre et du sous-ministre. Ce qui empêchait des positionnements stratégiques, les uns disant, vous savez, moi, je serais très courageux si seulement mon ministre me suivait, et le ministre qui disait, vous savez, moi, je serais très courageux si seulement j'avais le support de mon ministère. Le double partenariat politique et professionnel a été une condition importante du succès de la mise en œuvre lorsque les décisions ont été prises. Et finalement, persévérance. Un exercice de cette nature ne se fait pas facilement et laisse peu de place pour d'autres initiatives. Et donc, il est très important de garder le cap quand on commence. Il faut se rendre au but. Le but, ce n'est pas de réduire temporairement les dépenses. Le but, c'est l'assainissement des finances publiques. OK. Laissez-moi faire une pause sur l'expérience canadienne. Je pourrais conclure là et vous dire, eh bien, voici ce que vous pouvez retirer de l'exercice canadien. Mais j'aimerais vous dire que si aujourd'hui, j'avais à réinventer l'exercice, je ne le ferais pas de la même façon. Et si j'avais à conseiller le gouvernement du Canada sur l'approche à prendre pour assainir ses finances publiques... Et le gouvernement français? Je donnerais des conseils différents. Et je tirerai ces conseils en partie d'un projet que je pilote depuis 2 ans qui s'est appelé « Vers une nouvelle synthèse de l'administration publique ». C'est un projet qui a impliqué le Canada, le Brésil, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, Singapour et l'Australie. Et le but de ce projet était de réfléchir ensemble aux défis des gouvernements de servir leurs concitoyens, les citoyens de la société au 21e siècle. Le bouquin est disponible. Tout le monde dans cette salle a écrit un bouquin, alors ça en fait un de plus à mettre sur votre liste de lecture. Mais je vais tirer de ces travaux quelques exemples pour vous signaler ou pour signaler à ceux qui tenteront l'aventure de l'assainissement des finances publiques qu'il est possible d'aller plus loin que réduire, repositionner et peut-être porter davantage attention à la capacité de réinventer. Je vous donne 3 exemples. Lorsque la ville de Charlotte a voulu réduire sa consommation d'énergie, elle n'a pas produit une nouvelle loi, elle n'a pas passé un nouveau décret, elle n'a pas imposé des amendes, elle n'a pas pris une approche punitive. Elle a mis à l'entrée de 70 buildings un immense écran qui donne à la minute près la consommation d'énergie dans le building. Et les usagers, les citoyens, ont fait le restant. Ils ont changé leurs habitudes, ils ont changé leur comportement. Ils voyaient à la minute l'année précédente et maintenant. Et conséquemment, à la fin du projet pilote, on s'attend à une réduction de la consommation d'énergie de 20 %. Voyez-vous, les réformes dont je vous ai parlé tantôt datent de la fin des années 90. Ils sont avant l'impact massif de l'Internet, des communications modernes de communication. Elles sont avant l'impact des médias sociaux. Et donc, il y a des possibilités de réinvention qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, si je devais refaire l'exercice, je dirais, on commence par réinventer. Ce qu'on ne peut pas solutionner de cette façon, on repositionne. Et à la fin, on coupera si c'est bien nécessaire. Mais commençons par l'autre bout de la lorgnette maintenant. Parce qu'il y a des moyens qui n'existaient pas. Lorsque le Brésil
s'est attaqué à la lutte à la pauvreté, ils avaient en place 5 merveilleux programmes. Un pour aider la réduction de la mortalité chez les enfants, l'autre pour aider à la participation des juvéniles à l'école, un pour réduire la mortalité chez les jeunes mères, etc. Et ils ont décidé de combiner tout ça, d'enlever 70% des contrôles et des conditions d'accès au programme et de faire un acte de confiance inouï qui est de remettre via une carte bancaire dans le compte de banque des familles pauvres, au chef de la famille, les fonds auxquels ils auraient accès et les laisser libres de choisir comment utiliser ces fonds. Il y a là un acte de courage inouï. La couverture médiatique à l'époque, c'était « ce sera terrible, ça mène à la corruption, ça mène à toutes sortes d'abus terribles ». Les faits démontrent que ça mène à de sages décisions parce que ces familles sont en position de prendre des décisions que personne d'autre ne peut prendre à leur place. C'est un concept de coproduction. Nous produisons ensemble un bien public plutôt que d'attendre que l'État, dans sa grande sagesse, fera tout seul. Je vous donne un dernier exemple et je termine. Lorsque le Danemark a réalisé qu'ils étaient incapables de maintenir à niveau constant les services qu'ils donnaient aux personnes handicapées, ils ont décidé de faire une étude ethnographique. Merveilleuse idée. Ils ont fait un mapping out étape par étape de tous les cycles, les procédures et formulaires qu'un citoyen qui demande d'avoir accès à de l'aide à cause d'un handicap doit vivre. Ils ont été horrifiés. Et quand ils ont fait le même exercice du point de vue du fonctionnaire qui donnait le service, ils ont été scandalisés. Et de ça est venu un concept différent qui est la co-création. Il y a moyen, en partageant les ressources et les efforts différemment, d'obtenir de meilleurs résultats à un moindre coût pour la société. Ils ont un institut d'ailleurs qui s'appelle Mind Lab, que je trouve absolument fabuleux. Alors il y a maintenant, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, des pistes nouvelles. Et chacun de ces exemples, on en trouve partout dans le monde, dans les pays en voie de développement, les pays émergents, les pays développés, etc. Alors il y a maintenant à la disposition de ceux qui veulent relever le défi de l'assainissement des finances publiques, la possibilité d'aller plus loin. Ça requiert de penser autrement, une ouverture à des approches différentes, une volonté de regarder dans un espace public beaucoup plus vaste que simplement en ciblant le gouvernement, la capacité de co-créer, de coproduire et d'obtenir des meilleurs résultats à moindre coût pour l'ensemble de la société. Et après tout, et je termine là-dessus, c'est ça, assainir les finances publiques. C'est une question de souveraineté et de citoyenneté avec un regard sur l'avenir du pays et l'avenir des générations futures pour s'inventer le pays de leur choix, dans les circonstances qui sont les leurs. Et je termine là-dessus. Monsieur. Merci. On a le temps pour une question, si vous voulez. Bravo, Jocelyne, ça n'a pas été le discours de la bataille du sucre à la Havane, donc c'était très bien. On a un petit peu de temps, je crois. Et moi, j'aurais eu une question quand même, parce que ce qui vous est attaché, c'est quand même la fonction publique du Canada a été réduite de 47 000 postes, la fonction publique fédérale, c'est-à-dire 20%. Qu'est-ce que l'on fait s'il y a des réactions quand même, parce que c'est quand même assez fort, et qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, pour éviter ça? Et puis la deuxième question, peut-être qu'il y en aura d'autres très rapides dans la salle, c'est est-ce que vous pensez que ça peut inspirer un pays comme la France? Est-ce que, non pas de jouer comme modèle, mais là, on ne parle que de ça. Nous, on a perdu notre triple-A. Et en 10 ans, le Canada l'a quand même récupéré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, j'ai vu que chaque fois, vous parlez de tas d'autres pays, vous avez donné des conseils au gouvernement français, mais ça ne fait pas trop partie de vos programmes. C'est parce qu'on est irréformable ou parce qu'on n'ose pas réformer? Alors, commençons par la première partie de la question. Les hommes et les femmes du secteur public au Canada. Effectivement, des dizaines de milliers de postes abolis. S'il y a une angoisse pour le chef de la fonction publique, qui est dans mon système est le secrétaire du cabinet, greffier du conseil privé et chef de la fonction publique, c'est-à-dire principal conseiller du premier ministre en matière de politique publique, greffier du conseil privé, vous n'avez pas l'équivalent parce que c'est un système parlementaire, qui veut dire le secrétaire de l'ensemble des ministres
Donc, on n'est pas au service d'un, on est au service du collectif. Et chef de la fonction publique, ça veut dire guider l'évolution de l'institution professionnelle du secteur public. La plus grande angoisse était celle du chef de la fonction publique. Des dizaines de milliers de mises à pied dans une situation économique canadienne qui n'était pas la plus reluisante, c'est angoissant. Je dois dire que le gouvernement du Canada était prêt à mettre en place des conditions qui, à l'époque, étaient pour nous exceptionnelles. Des programmes d'accompagnement, des programmes de rééducation dans des domaines nouveaux de carrière pour certains, des programmes d'aide pour ceux qui voulaient se partir des PME. De fait, il y a eu une augmentation de la création de PME au Canada pendant cette période qui est un phénomène intéressant. Voilà des gens qui avaient et une capacité financière, des moyens financiers qui leur étaient donnés, de l'accompagnement professionnel et un savoir-faire extraordinaire. Et donc, on a vu une augmentation du nombre de PME. Mais on ne savait pas à l'époque. On a enlevé les pénalités actuariales pour ceux qui étaient à quelques années de la retraite. On a permis ce qu'on a appelé des swaps, qui est du très mauvais français, bien sûr, mais je note que vous avez des émissions qui s'appellent Voice avec des battles. Alors, je me permets tous les anglicismes. Un swap, c'est vous êtes un employé désigné comme étant dans un poste vulnérable qui sera aboli et vous voulez rester. Mais monsieur est dans un poste qui va rester et il aimerait partir. Alors, vous demandez au syndicat avec l'employeur de travailler ensemble pour voir si de bonne entente, on peut vous accommoder, l'accommoder et servir la mission. Alors, on a inventé des façons de faire qui ont réduit l'impact. Ce dont je suis le plus fier dans cet exercice, c'est qu'on a réussi à le mettre en œuvre sans grève. Ce dont le premier ministre est le plus fier, c'est qu'il aura été réélu avec une majorité. Voilà deux jugements très différents. Le jugement des employés a été que ce qui était demandé à tous les Canadiens était équitable et qu'on ne leur demandait pas plus qu'on demandait à ceux qui le servent avec honneur et dignité. Le jugement du premier ministre, c'est que les Canadiens avaient jugé qu'ils n'aimaient pas aucune des mesures en particulier, mais qu'au total, ça servait l'intérêt du Canada. Alors voilà deux jugements. C'est applicable en France parce que je crois qu'on s'impatiente un peu sur le temps. Est-ce que vous voyez tout ça applicable? Moi, je ne suis jamais d'avis qu'on prend une réforme et qu'on la transpose. Il faut vraiment l'inventer localement. Mais je pense qu'on a l'obligation de s'inspirer de ce que les autres font. Je passe maintenant une partie de ma vie à trouver ce que j'appelle « diamonds in the rough ». Ces initiatives géniales que quelqu'un a fait quelque part, sur lesquelles je peux trouver un fil, une ligne, une strophe, un poème, qui est une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Alors, il faut réinventer localement, mais s'inspirer globalement. Alors, il va falloir s'arrêter, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps pour la chanson. Merci Jacques, merci Jocelyne, merci pour votre intervention.